Bonjour Ouais. Arnaud, Bonjour Tom, comment tu vas? bah ça va très bien et toi? Ça va très bien. Donc, je te reçois aujourd'hui pour un entretien portant sur l'expatriation dans le cadre de la série Quitter le Mordor. Donc tu seras l'épisode 2 de cette petite série. Euh, donc un entretien qui se penchera sur ton expatriation aux États-Unis et plus particulièrement en Alabama. Alors si tu le permets, je vais te Mhm. présenter rapidement. Donc tu as 35 Oui, ans. Tu es entrepreneur, tu tout vis à fait. actuellement donc, comme je l'ai dit, en Alabama, plus précisément près de Birmingham. Tu as vécu dans plusieurs pays différents avant de venir t'y fixer en 2020 suite à l'épisode Covidique et la gestion, et bien plus particulièrement du Covid par la France de Macron. Tu es aujourd'hui Oui, l'invité tout naturel de ma nouvelle série dans laquelle je te souhaite la bienvenue. Bienvenue Arnaud. merci. Merci. Donc pour une première question, alors tu me dis évidemment hein, si j'ai omis une information importante, hein, tu n'hésiteras pas. Mhm. Donc pour la première question, donc j'ai pu présenter très rapidement hein, la raison de ton expatriation, mais pourrais-tu dans un premier temps revenir sur ton parcours à l'étranger et en France jusqu'à ton arrivée aux États-Unis d'Amérique? D'accord. Donc moi, à la base, j'ai grandi à Lens, dans le Pas-de-Calais. J'ai fait un DUG de management public à Aix-en-Provence, à Aix-Marseille 3. Ensuite, je suis rentré en troisième année à Sciences Po Aix, où j'ai fait la licence. Parti étudier à l'étranger. Je suis parti en Australie pendant 2 ans. Après, coup de folie, je suis parti faire prof de français en Chine, à Beijing Yuanda HUS, donc c'est l'université de Pékin de langue et culture. Et je suis resté là-bas un an, donc toute l'année 2014 et une partie de l'année 2015. Après, j'ai fait prof de français à Hong Kong pendant un moment, quelques mois, enfin presque un an. Et puis après, je suis reparti en Australie pendant un an. Je suis rentré en France. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé de monter un projet pour partir aux États-Unis. Alors, c'était très compliqué. Ça a pris du temps puisque je voulais faire un Master of Business Administration. Donc, j'étais obligé c'est de faire les tests d'entrée pour l'université. En l'occurrence, pour les études de gestion, management, économie, c'est ce qu'on appelle le test GMAT, GMAT. Et donc, j'ai pris quelques mois pour le bosser. Et puis, j'ai un très bon score au GMAT. J'ai pu avoir l'opportunité d'aller aux États-Unis. Et je prévoyais d'aller aux États-Unis au premier semestre de l'année 2020. Et puis, avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué. Et là, j'ai dû me poser la question, bon, est-ce qu'on part, on part pas? Finalement, j'ai décidé de partir. Je suis arrivé ici le 16 août 2020. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Voilà. Très bien. Oui, donc oui, effectivement, le choix des États-Unis n'est pas, si je puis dire, une première expérience d'expatriation en ce qui te concerne. Voilà, tu as pu voir Mhm. d'autres pays, tu as pu voir, entre guillemets, d'autres systèmes d'autres modes de fonctionnement, d'autres cultures. Et c'est bel et bien aux États-Unis que tu as choisi de te fixer en définitive, hein. Je pense qu'on peut le dire maintenant, tu es plus ou moins fixé aux États-Unis, tu y es depuis maintenant 5 ans. Oui, oui. Alors, ben, pour le moment, je suis en visa E2 business là à l'heure actuelle. J'espère que le renouvellement de visa ça sera bien, mais oui, effectivement, pour le moment, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'aux États-Unis pour le moment. Très bien. J'ai pas mal voyagé. Je pense que j'ai visité 35 pays et territoires au total dans ma vie, et en fait, je pense avoir trouvé l'endroit qui me correspond. J'aime bien ici, en fait. Je me lève le matin, je me dis, putain, j'ai de la chance, c'est aux États-Unis. Et je suis content, en fait. On reviendra là-dessus pendant l'entretien, mais si tu veux, c'est que le mode de vie ici me correspond mieux que le Hmm, mode de vie en France, par exemple. hmm. Eh ben écoute, je te félicite entre guillemets, puisque c'est un bel accomplissement, moi je trouve, de pouvoir dire ça dans une vie, et d'autant plus aussi jeune, puisque finalement 35 ans pour avoir trouvé son paradis sur Terre, bah, c'est pas vieux du tout, et naturellement on peut en souhaiter eh bien autant à nos auditeurs qui seraient intéressés par une expatriation et par
le fait de quitter le Mordor, on le rappelle. Très bien, donc j'en arrive à Et, ma deuxième question, si tu le permets. Donc, quelle a été ta première ou tes premières impressions du pays en arrivant en Alabama? alors, les premières impressions, clairement, quand je suis arrivé ici, c'était le dimanche 16 août 2020. Et j'ai atterri tard, donc 23 heures. Je suis allé tout de suite à l'hôtel. Mais le lendemain matin, ce qui m'a choqué, c'est qu'en me promenant dans la rue, personne ne portait de masque. Et littéralement personne. Moins d'une personne sur 20. Et ça a été ma première impression, c'est que, dans l'Alabama, le Covid n'est pas géré de la même manière qu'en France. Puisque, rappelez-vous qu'à l'été 2020, on est en plein milieu de la psychose du Covid en France. On sort de mois de confinement où il fallait s'auto-attester pour sortir. On sort aussi d'une période en France où c'était la folie. Moi, je me rappelle en mars 2020, les gens souvent dans les supermarchés allaient acheter tout et n'importe quoi sans vraiment savoir pourquoi. Enfin, c'était un climat qui était très anxiogène en fait. Hein. Et j'ai pas retrouvé cette façon de procéder ici. Ici, dans l'Alabama, c'était très simple. Pendant le Covid, le port du masque était recommandé partout. En réalité, les gens ne le portaient nulle part, à part dans les bâtiments fédéraux. Euh, Par exemple, les bureaux de poste aux États-Unis, qui sont des bureaux fédéraux, où ça, c'était très strict. Il fallait venir avec le masque. À l'université, c'est pareil, c'était très strict, il fallait venir avec le masque. Sinon, partout ailleurs, le masque était optionnel. Et pareil, au niveau des restaurants, les restaurants ici étaient ouverts. Alors, on voyait que dans beaucoup de restaurants, on voyait qu'il manquait des tables. C'est-à-dire que le restaurant était un peu plus épars que ce qu'on aurait pu s'imaginer, ce qui veut dire que certaines tables avaient été enlevées dans les salles de restauration pour garder le 6 feet apart, donc 6 pieds de distance entre les tables, c'est-à-dire à peu près 1,80 m de distance entre les tables, mais les restaurants étaient ouverts. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué en arrivant, c'était la liberté par rapport au Covid. C'est-à-dire qu'ici, on ne voyait, en fait, il y avait presque pas de trace, en fait, qu'il y avait la fameuse pandémie en route, quoi. Mais ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup, je pense, dans les différents entretiens que j'ai pu faire avec des expatriés. C'est la gestion du Covid a quand même été décisive. Et je pense que c'est un bon indice, entre guillemets, puisque c'était quand même une crise mineure, il faut bien le dire, vis-à-vis de d'autres crises qui ont traversé l'histoire occidentale, et de voir comment un pays moderne, euh, avec une administration qui se veut un petit peu au four et au moulin, est capable de gérer ce genre de crise mineure, rappelons-le, c'est intéressant. Et je pense que ton choix justement n'est pas aveugle, puisque tu es arrivé effectivement dans un état, alors on le rappelle, hein, euh, les États-Unis, voilà, il y a une loi fédérale, mais il y a également une très forte gestion État par État. Euh, Local. voilà, Oui. local, chercher le terme. Tu m'arrêtes évidemment si je me trompe, mais c'est plus ou moins l'idée qu'on Oui, s'en bah, en fait du moins. fait, pour clarifier, c'est que en France, il y a plusieurs niveaux d'administration. Donc, il y a l'Union européenne, il y a l'État centralisé, enfin unitaire à Paris. En dessous, il y a la région, il y a le département, il y a la communauté de communes ou l'agglomération et la mairie. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Il y a le pouvoir fédéral, il y a les pouvoirs fédérés des 50 États. Chaque État, en fait, est une fédération de comtés. Donc ça, c'est le troisième échelon, c'est le comté. Et après, dans certains endroits, il y a des municipalités. Dans d'autres, c'est les comtés qui gèrent directement. Donc en gros, il y a 3 échelons et demi d'administration. Et aux États-Unis, le principe de subsidiarité est très important. Donc le pouvoir tend à être distribué vers la base. Alors qu'en France, c'est un petit peu l'inverse. En France, on a créé de nombreux échelons administratifs, on a fait de la décentralisation, et finalement, on en arrive quand même à un système où tout est géré depuis Paris. Ici, c'est l'inverse. Ici, c'est vraiment le comté qui est l'échelon de base de la vie quotidienne.
Oui, alors justement, ça m'amène à ma troisième question, parce que là tu soulèves un point intéressant qui est justement la perception qu'on peut avoir, nous Français, et plus largement Européens, sur eh bien, les États-Unis, les obstacles qu'il peut y avoir à l'installation aux États-Unis, les lieux communs également sur l'installation aux États-Unis. Alors je te propose qu'on démêle un petit peu le vrai du faux. Est-ce que par exemple trouver un logement est plus difficile qu'en France pour un jeune des classes moyennes? Tout. Ah, pas du tout. Trouver un logement en France, c'est probablement le pays dans lequel j'ai eu le plus de difficultés pour trouver des logements. Aux États-Unis, c'est très, très, très flexible. Alors, je vais parler de l'Alabama spécifiquement, puisque, hein, comme tu l'as dit, il y a 50 États aux États-Unis et 50 législations différentes. Dans l'Alabama, c'est très, très simple. Quand tu cherches un logement, tu trouves une annonce qui te plaît, tu contactes le propriétaire, tu prends rendez-vous, tu visites, ça te plaît, tu le dis au propriétaire, tu payes le déposit. Donc, le déposit, c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait la caution en France. C'est-à-dire, ça consiste à laisser un mois ou 2 mois de loyer sur la table pour le propriétaire. C'est une sorte de caution, le déposit. Et puis, c'est tout. Tu payes le déposit et puis tu payes tout de suite le premier mois de loyer et tu as les clés. Et puis, oui, sous quelques heures, tu te retrouves dans le logement en bonne et due forme. Et puis Très, le jour où tu en as marre, ben, en fonction de tes conditions de bail, finalement les conditions ici, c'est que tu peux partir plus ou moins quand tu veux, en donnant 30 jours de préavis. hmm, Donc voilà, par exemple, ici, là, on est le 11 mai, si tu déposes ton préavis aujourd'hui, ça te permettra de partir fin juin. Voilà. hmm. Et Et alors c'est pas par plus contre, compliqué que ça. je te laisse finir, excuse-moi, hein, Oui, je te vas-y. laisse finir. Non, ben, donc oui, je disais, c'est pas plus compliqué que ça. Et cette flexibilité à l'entrée, c'est aussi une flexibilité à la sortie. Puisque si te venait l'idée de ne pas payer le loyer en te disant, tiens, on va faire comme en France, on va rester à squatter la propriété gratuitement, ça risque de mal finir. Puisque le plus simple, c'est que le propriétaire aille auprès d'une cour locale, un tribunal de comté ou même un tribunal de ville, obtienne une ordonnance d'expulsion et est expulsable tout de suite. Alors après, il peut faire appel à la police ou peut venir t'expulser lui-même. D'accord. Donc Et oui, dans tous les cas, tu vas dégager sous 24 heures. donc oui, ça met en relief un principe qui est intéressant, qui est très différent justement du droit français. C'est celui des portes battantes finalement. C'est ça. En fait, plus il y a de barrières à l'entrée, plus c'est compliqué. Euh, c'est toujours pareil, hein, c'est que en réalité, en France, c'est parce qu'on met des barrières à la sortie, c'est-à-dire des barrières à l'expulsion des gens qui payent pas ou qui dégradent les logements, fait que les propriétaires ont tendance à demander des dossiers qui sont énormes, puisqu'en France, on te demande 3 ou 4 fois le revenu, que le revenu soit 3 ou 4 fois supérieur au loyer. On va te demander deux garants, on va te demander un historique de fiches de paye, etc. Ce qui ne sera pas demandé aux États-Unis. Aux États-Unis, éventuellement, tu vas avoir un credit score check, c'est-à-dire que le propriétaire éventuellement va te demander tes coordonnées pour passer par une agence pour vérifier ton score de crédit, c'est-à-dire en gros vérifier que euh, tu as toujours bien payé tes factures, tes dettes, etc. Et partant de ce principe-là, tu obtiens le logement. En France, le problème, c'est qu'en surprotégeant les gens qui squattent ou qui se trouvent illégalement dans les logements, ben, on a généré chez les propriétaires français une peur qui se traduit justement par une augmentation déraisonnable des conditions à l'entrée. Donc à la fin, comme tu disais, le jeune qui cherche un logement pour s'émanciper, pour partir de chez ses parents, pour commencer sa vie active, ben, il se retrouve en galère. Et puis finalement, s'il n'a pas les parents pour venir en garant de sa demande de logement, ben, c'est quasiment impossible de trouver un logement dans le privé. Et ça, c'est le système français qui est fait comme ça. Oui, parce que c'est vrai qu'en France, bon, c'est très marqué, c'est-à-dire que il y a une quasi-hostilité à l'égard des propriétaires, mais on se demande si si cette hostilité justement n'est pas, euh, c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue, parce que finalement, qu'est-ce qui suscite cette hostilité vis-à-vis des propriétaires? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient propriétaires, ou est-ce que c'est le fait justement qu'ils demandent comment dirais-je, des clauses absolument délirantes pour un logement exigu? Oui. Après, c'est toujours pareil, hein. En France, moi, je vois passer sur les réseaux sociaux de temps en temps des articles de presse
sur des squatteurs dans des maisons. Et il y a des trucs qui sont hallucinants. J'ai vu récemment un monsieur qui a à peu près 90 ans, il était à l'hôpital. Quand il est sorti de l'hôpital, il est revenu, il essayait de rentrer chez lui. Il y avait des squatteurs. Bien sûr, les squatteurs peuvent pas être virés comme ça. Et, c'est un processus qui prend des années. Quand ils ont finalement réussi à être, on va dire, virés de la propriété, la maison avait été entièrement dégradée et ils avaient laissé 17 000 euros de facture d'eau impayée. Et bien sûr, en France, la loi n'autorise pas la compagnie d'eau de couper l'eau des squatteurs, même s'ils ne payent pas. Et donc, à la fin, vu qu'ils sont là sans droit ni titre, c'est le propriétaire qui doit payer la facture d'eau, les arriérés de facture d'eau. Enfin, c'est des situations qui, en fait, n'ont absolument aucun sens en France. Je veux dire, à un moment, il faut quand même se rendre compte que c'est des situations qui n'ont aucun sens. En France, beaucoup de gens trouvent ça normal parce que c'est la façon dont on vit, c'est la façon dont on a grandi. Mais quand on explique ça à des gens qui sont extérieurs, sont souvent excessivement choqués, en fait. Alors, comment Moi, ça je se sais que quand passerait? j'explique Excuse-moi, je te les laisse lois finir. anti-squatteurs en France, Hmm. ouais, quand j'explique les lois anti-squatteurs en France en disant aux gens, bah, il y a la trêve hivernale, donc en gros, de septembre, octobre jusqu'à, je sais pas, avril, tu peux pas expulser les gens comprennent pas, en fait. Oui. Les gens Co- comprennent pas. Comment ça se passerait concrètement, cette situation de squat, la situation classique de squat, on va dire, où le mec, je crois qu'il y a une clause en France où s'il paye au moins une facture, je crois que c'est l'électricité, il y a une espèce de faille légale où finalement il est plus expulsable. Comment ça se passerait ce genre de situation Il y où a le mec... ça, il y a ça, et il y a la loi des 48 heures aussi. C'est-à-dire que si Oui. tu peux prouver Hmm. que tu es dans le logement depuis plus de 48 heures, tu es considéré comme, en fait, tu n'es plus expulsable tout de suite. Hmm, hmm, Et hmm, donc, j'avais vu un reportage là-dessus où des associations, justement, aidaient des clandestins à squatter. Et en fait, ils leur faisaient commander des pizzas et des Uber Eats, etc., pour avoir les reçus de livraison. hmm. Comme ça, si les flics venaient au bout de quelques jours, ils pouvaient dire, bah, vous voyez, ça fait une semaine qu'on est ici. On se fait livrer de la nourriture tous les jours, etc. Et donc, plus de 48 heures dans le lieu, ils n'étaient pas expulsables. Bon, bah, ici, c'est pas comme ça que dans l'Alabama, du moins, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ici, tu vas auprès d'un tribunal local, tu obtiens une ordonnance d'expulsion et la police va venir les expulser, les sortir, ou sinon, tu peux les sortir toi-même. Voilà. Mais voilà, c'est... Et à partir du moment où ils Hmm. sont là sans droit ni titre et que tu as une ordonnance d'expulsion, s'ils résistent à l'expulsion, bon bah ça peut, voilà, Oui, hein, t'es dans ton la droit. violence peut être envisagée. T'es dans ton droit. Voilà, Ok. c'est ça. Ok, ok. Donc, alors, ça c'est une question évidemment qui est importante, hein, que ce soit pour les propriétaires ou les locataires, hein, des deux côtés. Donc, c'est vraiment le principe des portes battantes Après, qui est à retenir. je préciserai que ça c'est dans l'Alabama et c'est sûrement très similaire dans beaucoup d'États du Sud, dans les États conservateurs. Après, je sais que dans certains États, comme ça, par exemple la Californie, je sais que les lois sont un petit peu plus proches de la France. Hmm, hmm. C'est plus similaire. La Californie, c'est un peu plus similaire à la France. Ça n'en reste pas moins un État américain, donc il y a quand même une protection des propriétaires, etc. Mais c'est vrai que dans l'Alabama, les lois sont assez simples et claires pour ce genre de choses. Hmm, hmm. Entendu. Alors, il y a une autre question qui est quand même importante et qui peut constituer un frein dans nos esprits français, je pense que tu me vois venir, c'est évidemment la santé. On se targue souvent Ah, en France d'avoir le meilleur système de santé du monde, hein, on l'entend souvent, on l'a entendu toute notre enfance, toute notre vie, et les États-Unis font oui, souvent office. Les États-Unis, c'est vraiment le grand méchant loup dans cette construction de récit national français où nous avons le meilleur système oui. de santé du monde. Donc les États-Unis, c'est vraiment le croque-mitaine, si je puis dire. Est-ce que c'est justifié Oui. selon toi, ou est-ce que c'est un élément de langage franco-français pour décourager l'expatriation aux États-Unis? Voilà, c'est l'élément de langage. Quand tu parles de la santé, j'étendrais ça au système social en général, hein, ce qu'on appelle la protection sociale, c'est-à-dire que ça soit la santé, mais aussi les aides au logement, le chômage, les retraites, etc. En fait, en France, on est abreuvé dès notre plus jeune âge de clichés qui sont pour la plupart complètement faux et qui sont répétés en continu même par la classe politique. Par exemple, j'entends souvent dire aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale. Ah bon? La sécurité sociale américaine, elle a été créée avant la sécurité sociale française.
La sécurité sociale française, elle a été inspirée du modèle de la sécurité sociale américaine, qui date des années 30, par exemple. La sécurité sociale américaine fournit une retraite publique. Donc aux États-Unis, tout le monde touche une retraite publique. Alors c'est un maigre revenu et c'est un des piliers de la retraite en Amérique, puisqu'en Amérique, la retraite, elle a quatre piliers. Il y a la retraite publique que vous touchez, il y a le fait d'être propriétaire de sa maison et de ne pas payer de loyer pour vivre dedans, il y a l'épargne privée, l'épargne que vous accumulez vous-même via des comptes, par exemple, il y a ici les IRA, les IRA, c'est des comptes, en fait, c'est un peu comme un plan d'épargne action, mais à vocation d'économiser de l'argent pour la retraite. Et puis le quatrième pilier, c'est l'épargne que vous avez via votre emploi. Hein, puisque les employeurs, généralement, quand vous faites une contribution pour votre compte retraite d'entreprise, ce qu'on appelle un 401K, 401K, c'est 401K, c'est l'article dans le code fiscal qui crée ce genre de produit. Quand vous faites une contribution, par exemple 400% de votre salaire, généralement les employeurs matchent la contribution. Donc, si tu mets 3-4% de ton salaire dans ce compte-là, l'employeur va te donner un extra 3-4% de ton salaire pour mettre aussi sur ton compte retraite. C'est un système qu'on retrouve aussi dans d'autres pays anglo-saxons comme l'Australie. Donc, ça s'appelle superannuation en Australie. Et donc, effectivement, aux États-Unis, il y a une retraite publique. Il y a aussi des soins gratuits. Il y a les programmes Medicare, il y a les programmes Medicaid. Il y a la loi MTALA qui oblige les hôpitaux en fait à prendre en cas d'urgence tout le monde. Et tout ça, c'est des clichés qu'on a parce que moi, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai dû répondre peut-être 200 fois à la question. Mais Arnaud, si tu tombes malade, tu vas faire comment? Si je tombe malade, je vais aller dans un hôpital et je serai mieux soigné qu'en France. Ah oui, mais financièrement, tu vas faire comment? Ben, financièrement, j'ai une assurance médicale privée qui va prendre en charge la plus grosse partie de l'hospitalisation, par exemple, et je vais peut-être me retrouver avec un reste à charge de 2 000 à 3 000 dollars. Mais 2 000 à 3 000 dollars aux États-Unis, c'est pas 2 000 à 3 000 dollars en France. Les revenus ici sont beaucoup plus élevés. Donc, à la fin, quand on regarde l'un dans l'autre le coût d'une mutuelle privée, quand on regarde les cotisations obligatoires en France, hein, ce qui vous est prélevé sur votre salaire, la différence entre ce que vous coûtez à l'employeur et le salaire net avec lequel vous partez à la maison, il y a quand même vous laissez quand même des sommes conséquentes pour le système de santé français tous les ans. Et un système de santé qui montre ses limites à chaque fois. Pendant le Covid, il y avait cette statistique qui circulait beaucoup. C'était un graphique de Statista, le site de statistiques, où en fait on voyait le nombre de lits de réanimation euh, par, par 100 000 habitants en France et dans d'autres pays développés. Et en fait, aux États-Unis, il y a presque 3 fois plus de intensive care units, donc c'est-à-dire de lits de réa, qu'en France. Les hôpitaux ici ont tous le dernier cri au niveau du matériel médical, que ce soit l'IRM, le scanner, PET scan, tout ça, c'est disponible partout. Trois fois Donc, plus en fait, proportionnellement, précisons. Trois fois plus ah oui, oui, proportionnellement. oui, 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 pour voilà. 100 000 habitants, pour Oui, 100 oui. 000 habitants. Euh, voilà, et donc en fait, le système de santé français n'est pas. Je veux pas dire qu'il est mauvais, mais de là à dire qu'il est particulièrement bon, je ne sauterai pas ce pas-là. Très bien. Bah, je pense que c'était un point important effectivement à soulever, puisque Beaucoup de beaucoup clichés de en fait clichés, et puis en moi-même France. j'y ai été soumis, parce que forcément on a entendu toute notre vie euh, eh bien, ce discours en fait, où vraiment les États-Unis, je pense que dans les éléments de langage qu'on entend autour du meilleur système de santé qui serait le système français, vraiment la fixation de ces éléments de langage, c'est l'exemple américain de dire non mais regardez, c'est l'enfer aux États-Unis, les pauvres crèvent la gueule par terre, et finalement sont très mal soignés, et tout le monde est très mal soigné, et finalement il faut être Oh, mais multimillionnaire c'est des pour clichés. voilà. Parce que, et oui, il y a aussi cet Mais élément tu sais, c'est pareil. C'est pareil en France. hmm, Quand on nous dit le système de santé universel qui est gratuit, etc., il y a très peu de gens qui ont les soins entièrement gratuits en France. Toujours un reste à charge, a toujours besoin d'une mutuelle privée sur le côté.
Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi. En France, il y a beaucoup de gens qui renoncent à leurs soins faute d'argent. Je pense notamment aux petits entrepreneurs, aux indépendants, etc., qui n'ont pas ne bénéficient pas de la protection sociale qui couvre les fonctionnaires ou les salariés. Si en France, il y a le tourisme médical qui se développe avec les gens qui vont se faire refaire les dents en Hongrie ou en Roumanie, c'est pas pour rien. Oui, ça on le dit pas assez, effectivement, on est vraiment persuadé Ben de... oui, mais donc Ah oui, en fait, c'est de la propagande. Ici, aux États-Unis, les gens vont pas te dire le système de santé il est parfait. Les gens vont juste te dire le système de santé il est bon. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est qu'un pays voisin qui s'appelle le Canada qui a un système de santé socialisé très similaire à la France. Et il y a énormément de Canadiens qui viennent se faire soigner aux États-Unis. Parce que quand tu as un cancer au Canada, c'est 2 ans d'attente pour voir un spécialiste et faire une chimio, etc. Et que dans 2 ans, tu seras peut-être plus là, en fait, tout simplement. mhm, Donc, le système de santé américain n'est pas parfait, mais il est loin d'être mauvais comme c'est décrit en France. Et objectivement, si je devais être malade, quelque chose de sérieux, et si j'avais le choix de la prise en charge, je préférerais être prise en charge par un hôpital américain. d'accord, très bien. Et alors, tu le disais justement, Voilà. il y a aussi la question de la rapidité de la prise en charge. Alors que ce soit au Oui. niveau des urgences, au niveau de la consultation d'un spécialiste en cas de pathologie lourde, etc., etc., la prise en charge est beaucoup plus rapide. C'est ça ce que tu dis. C'est ce que tu dis, pardon. Oui, 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 tout à fait. C'est ici aux urgences, tu arrives en moins de 20 minutes, tu verras les médecins. Et alors, ça, c'est entre guillemets à toute l'échelle des États-Unis ou c'est vraiment entre guillemets le prisme de l'Alabama d'être rapide à ce niveau-là? Après, non, je pense que c'est un peu partout. Après, Birmingham, donc la ville à côté de laquelle je réside, Birmingham dans l'Alabama est connue pour son système de santé, puisque l'université de l'Alabama à Birmingham, elle a un campus universitaire et un campus médical. Hum, hum. Et le campus médical, il est très, très renommé. Donc, c'est vrai qu'ici, on a la chance d'avoir un hôpital universitaire qui est gigantesque, qui couvre une vingtaine de pâtés de maisons en centre-ville, en plus des autres hôpitaux. Donc, je pense que oui, ici, on est peut-être un petit peu mieux loti qu'ailleurs, dans le sens où on a la chance d'avoir un gros centre médical universitaire de renommée internationale. Mais globalement, il faut voir une chose, hein, c'est qu'en France, quand les gens vont aux urgences, c'est toujours des heures d'attente. Et ça, Oui. ici, ça n'existe pas. Oui, oui, non, alors des heures, il faut des fois le dire, ça peut aller jusqu'à une demi-journée, ça peut aller jusqu'à... moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais arrivé, je crois, à 19 ou 20 heures le soir et je suis reparti à 6 heures du matin. Et tout Ah oui. simplement pour voir un interne. C'est-à-dire que la personne que je n'ai vue n'était même pas diplômée de médecine, elle était interne. Alors, c'est certainement quelqu'un qui va devenir un brillant médecin, mais je n'ai pas vu un médecin, j'ai vu un interne en médecine. Au bout de, eh ben, tu fais le calcul, hein, quasiment 10 heures. Donc oui, oui, c'est assez, c'est un sujet qui est assez brûlant quand même en France, et donc qu'on puisse continuer à se targuer d'être le meilleur système de santé au monde sans se rendre compte des réalités qui sont les nôtres actuellement et de la déroute en fait des hôpitaux français et de la déroute du système de santé français, c'est vrai que c'est assez baroque. Alors moi j'ai une question subsidiaire. Surtout au niveau des spécialistes. Oui, Au alors niveau non, des bah, spécialistes, oh, parce qu'au niveau hmm, des spécialistes, moi j'entends ce que je qualifierais de dinguerie, quoi. hmm, hmm, Que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, des gens qui attendent un rendez-vous chez le dermatologue ou chez l'ophtalmo ou chez le dentiste. Et j'entends des délais d'attente 6 mois, 7 mois, fin 2025. ah oui, Je dis, mais oui, attends, mais oui, comment c'est oui, possible oui, ça? oui, oui, oui. Bah, il y a une surcharge. Je veux dire, au-delà d'un mois d'attente, c'est pas acceptable, quoi. Au-delà d'un mois d'attente pour aller voir un spécialiste, ça me paraît pas acceptable, quoi. Bah, le problème, tu sais, c'est le principe, tu sais ce que je veux dire, hein, c'est le principe de la grenouille dans l'eau. C'est-à-dire que les Français, peut-être qu'il y a 20 ans, on leur faisait attendre 3 mois pour aller voir une spécialité un petit peu particulière, genre dermato ou oncologue, pour les gens qui sont atteints d'un cancer ou quelque chose du genre. Et ensuite, progressivement, ça s'est semestrisé et maintenant c'est annualisé. C'est-à-dire que on arrive, oui, sur. Ça m'est déjà arrivé. Je suis déjà allé voir un spécialiste pour quelque chose de pas vraiment grave, grâce à Dieu, et j'ai dû attendre, je crois, 9 mois.
Euh, donc une gestation quoi, une gestation complète. Donc voilà, c'est vrai que ça devient absolument fou. Alors moi j'ai une question subsidiaire qui me vient par rapport à cela sur justement le modèle américain. Donc on sait que c'est encore une fois comment dirais-je, un pays fédéraliste. Donc est-ce qu'il y a en termes de loi justement sur le Medicaid, sur le Medicare, etc., euh, des grosses disparités entre les États, ou est-ce que le bloc entre guillemets de soins, euh, entre guillemets de pas de l'offre, hein, je parle pas de l'offre, on en a un petit peu déjà parlé, là je parle vraiment du bloc légal Ouais. sur l'offre, Oui. sur le soin plutôt. Bah ça c'est disons que l'influence de l'État fédéral dans le médical est assez forte, hein, puisque les programmes médicaux comme Medicare, donc c'est le soin pour les personnes âgées, ou Medicaid, c'est le soin pour les personnes les plus démunies. Ça, c'est des budgets fédéraux, hein, ça dépend de la Social Security, donc la sécurité sociale. Ensuite, il y a aussi aux États-Unis le VA, le Veteran Affairs, donc c'est le ministère en fait des vétérans, qui est quelque chose d'assez conséquent aux États-Unis, puisque à partir du moment où tu as servi dans les forces armées ou les différentes gardes nationales, et que tu en es sorti en gros honorablement, sans t'être fait renvoyer, ça t'ouvre des droits pour le système de santé des vétérans. Et c'est des droits qui sont partagés par le vétéran, par son conjoint et par ses enfants jusqu'à un certain âge. Et donc, en fait, il y a facilement une dizaine de millions de personnes aux États-Unis qui sont couvertes par les hôpitaux pour vétérans. Donc, ça aussi, c'est géré au niveau fédéral. Après, au niveau des États, je sais que certains États des différences. Par exemple, dans le Massachusetts, c'est une espèce de couverture médicale universelle. Euh, c'est pas le cas dans l'Alabama. Après, le reste, c'est vraiment les hôpitaux publics et privés qui ont une totale autonomie. Quelque chose aussi que je voulais signaler, c'est que en pourcentage du PIB, les dépenses de santé publique aux États-Unis, le pourcentage de dépenses de santé publique est plus grand que le pourcentage de santé publique et privée dans n'importe quel autre pays du monde. C'est-à-dire qu'en pourcentage du PIB, l'État dépense plus dans la santé ici que le pourcentage de PIB cumulé de la santé publique et privée en France. Ah oui, donc Donc, il y a vraiment eu c'est pour ça que oui, il y a vraiment eu une oui, propagande à ici, ce les gens sont niveau-là, ouais. très bien payés. Oui, oui, Et ils oui. sont très, très bien payés ici. Les médecins, les infirmières, tout ça, c'est très, très, très bien payé. Je veux dire, des infirmières qui font 80, 90 000 dollars par an, c'est normal. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, oui, Donc, oui. voilà, en France, je sais pas combien ça fait une infirmière. Je pense que ça doit être à 2 000 euros par mois. Bah, c'est un Donc, ça sujet doit être à brûlant 24 parce 000 que, euros. en fait, alors pour avoir discuté avec pas mal d'entre elles, en fait, il y a vraiment une espèce de tension entre celles qui sont en libéral et les intérimaires, et celles qui sont embauchées. Et celles qui sont embauchées sont un peu coincées en termes de salaire parce que bah, elles ont des obligations, des crédits, etc. Elles sont mamans pour la plupart. Et par contre, ça peut aller Ouais. du simple au double. C'est-à-dire qu'une infirmière intérimaire, par exemple dans un hôpital privé, peut faire le double de ce que fait sa collègue embauchée. Et ça, je sais qu'il y a une grosse tension autour de ça, parce que justement, on va vers un modèle de la libéralisation des infirmières, même en structure hospitalière. Et voilà, je sais que c'est un sujet un peu brûlant en France, mais ne serait-ce que l'hypothèse haute, bah, on arrive à 40 000 euros. Et c'est l'hypothèse très très haute, celle qui gagne le mieux en étant en intérim, en faisant quand même un certain nombre d'heures par mois, etc. Donc je pense que l'hypothèse la plus Ouais. probable pour une infirmière en France, c'est plutôt 20-25 000. 25 000, peut-être 30 maximum. Mais voilà, donc c'est bah, du simple au double pour les plus privilégiés des Ah infirmières oui, françaises, ici, c'est la moitié de ce que tu m'annonces, hein. oui, oui, non, mais ici, c'est au moins 70 000 par an, donc, dollars. Donc, clairement, 70 000 dollars, c'est plus de 60 000 euros. Donc, c'est au minimum le double. Hum, Ouais, hum, hum, au hum. minimum. Ok, intéressant. Probablement le triple. Ok, intéressant. Je te propose de passer à une question tout autre. Donc tu le sais sans doute, mais cette émission s'adresse également à de jeunes célibataires qui ne trouveraient pas de copine en France, alors qu'ils ont certainement de nombreuses qualités pour fonder une famille. Ma question sera donc en deux parties. Penses-tu, premièrement, que c'est un épiphénomène négligeable en Occident? Et si pas, en quoi les USA seraient un terreau plus fertile pour des jeunes
disons-le, plutôt conservateurs, désireux de rencontrer leur moitié et de faire des projets de vie avec. Je dirais que, en fait, dans les États du Sud, donc quand je dis le Sud, c'est le Sud au sens historique du terme, hein, c'est-à-dire ce qui correspond à l'ancienne Confédération, donc en gros du Texas jusqu'à la Virginie, avec tous les États qui sont entre les deux, hein, la Louisiane, le Kentucky, Tennessee, les deux Carolines, la Floride, l'Alabama, la Géorgie. Euh, il y a énormément de gens qui se marient très très jeunes. Moi, j'étais surpris quand je suis arrivé ici, quand je faisais mon Master of Business Administration. Dans certaines classes, j'avais dans certaines de mes classes des gens qui étaient autour de 23, 24 ans et qui étaient étudiants et qui étaient déjà mariés avec des enfants. Et c'est pas exceptionnel, c'était quelque chose d'assez courant. Donc en fait, dans les États du Sud, il y a en fait le mariage est encore assez, on va dire, traditionnel, dans le sens où les gens tendent à se marier assez tôt. Alors, ça veut pas forcément dire que c'est des mariages à succès, parce qu'il y a quand même un taux de divorce qui est assez conséquent. Mais ça a été vraiment la différence qui m'a le plus choqué avec la France, puisqu'en France, si tu prends une personne de manière totalement aléatoire, une personne de 25 ans, on va dire quand même qu'il y a une majorité de chances que la personne ne soit pas mariée. Bien sûr. Alors qu'ici, dans le Sud, on est presque à 50-50. Ah oui, d'accord, effectivement, c'est notable. Et donc la deuxième partie de la question, donc là c'est plus voilà ton analyse personnelle. Est-ce que voilà cette difficulté, donc là ça s'adresse encore une fois à nos jeunes célibataires, est-ce que cette difficulté à trouver et à fonder une famille en France notamment est selon toi un épiphénomène vraiment négligeable ou est-ce que ça s'explique? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui, selon toi, explique justement cette différence, par exemple avec l'Alabama? Après, je pense qu'ici, c'est le poids de la religion et des traditions. Dans les États du sud des États-Unis, c'est des États qui sont assez religieux, hein, avec plus de croyants que d'athées, une population de croyants en pourcentage qui est en hausse, et puis énormément de gens qui sont pratiquants. Là, ici, on est dimanche matin, il est 10h25 du matin. Si je prends ma voiture et que je vais faire un petit tour dans mon livre, la communauté dans laquelle je réside, il y a à peu près 2000 habitants et il y a 8 églises. Et les 8 parkings vont être pleins à craquer. Donc, je pense que c'est vraiment le poids des traditions et de la religion qui explique la différence. Après, une autre chose aussi, c'est que en Europe, c'est peut-être aussi plus difficile pour des jeunes pour se projeter, puisque le coût de la vie en France est quand même assez élevé comparé au salaire. C'est-à-dire que les gens ne sont pas financièrement à l'aise. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être un frein dans de nombreuses situations pour se mettre en couple ou avoir une famille. Hein, je pense que le côté matériel, le côté financier est aussi un handicap énorme en Europe de l'Ouest. Oui, il faut respirer un peu financièrement avant de faire des enfants, tout simplement, c'est naturel. Ok. Oui. Bah oui, bah je pense que c'est marqué En sur Italie, du bon en sens. Italie, en Italie, vous avez énormément de jeunes hommes et de jeunes femmes, même à la trentaine, qui vivent encore chez leurs parents. Oui, 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 il y a une culture. Et Ouais. bon, il y a la culture de la famille, etc. en Italie, mais je suis pas sûr que c'était le cas il y a 60 ans. Hum, 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 Je pense qu'à 60 ans, à la trentaine, les gens étaient déjà mariés depuis 7-8 ans et avec deux gosses. hum, hum. Donc voilà, il y a quand même un côté financier qui est important aussi, parce que l'Italie, c'est aussi un pays qui est très religieux, enfin beaucoup plus que la France, beaucoup plus traditionnel que la France, et pourtant on voit quand même ses limites au niveau de la natalité, au niveau de l'âge de mariage et tout ça. On voit quand même que le côté traditionnel et religieux explique une partie, mais n'explique pas tout. Et je pense que c'est vraiment le côté financier qui est sous-estimé. Intéressant, intéressant. Je te propose qu'on passe à une autre question qui va intéresser eh bien, les gens qui aimeraient se projeter peut-être aux États-Unis. Euh, bon, ça va être une question qui se voudra pragmatique. Penses-tu que les prochaines décennies aux États-Unis puissent être heureuses? Je précise ma question naturellement. Donc je parle de différents baromètres, tu l'auras compris.
heureux en termes de rapport de force démographique, entendons-nous. En termes de santé économique, dans le cadre d'une recomposition géopolitique qu'on observe actuellement à l'échelle mondiale, et en termes d'harmonie sociopolitique à échelle nationale, euh, ou au contraire d'une situation de guerre civile et d'attentats récurrents vers lequel iraient au conditionnel les États-Unis. Que penses-tu de tout cela, Arnaud? Je pense que c'est largement estimé. Parce qu'en fait, le système anglo-saxon, c'est quand même un système de communauté. Et donc, en fait, les gens vivent quand même globalement, on va dire, séparés. Euh, il y a quand même plus il suffit de rouler en voiture dans une ville comme Birmingham pour s'en rendre compte. C'est qu'il y a des quartiers qui sont plus des quartiers blancs, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont 100% blancs, mais qui sont à 95, 90% blancs, et puis des quartiers qui sont plus des quartiers afro-américains, qui sont pas non plus 100% afro-américains, mais plus 90, 95%. Donc les gens vivent plutôt séparés, puisqu'à partir du moment où il y a une séparation géographique d'un quartier à l'autre, il y a aussi une séparation au niveau religieux, puisque les gens vont à l'église proche de chez eux. On est d'accord. Donc les gens dans les quartiers afro-américains vont plutôt dans des églises qui sont majoritairement avec des afro-américains, que ce soit au niveau du pasteur ou du prêtre, ou alors au niveau des fidèles. Et donc, ce système-là, en fait, est, je pense, moins propice à des événements de guerre civile. Après, je sais que dans la droite française, il y a un petit peu ce fantasme de la guerre civile qui est souhaité même par certains. Bon, je pense que c'est jamais souhaitable, une guerre civile, mais je pense aussi que c'est pas réellement probable. Que ça soit en France, on est plus dans une situation où tout est en train de pourrir, mais on ne voit pas vraiment de guerre civile au sens propre, au sens comme ça peut être en ex-Yougoslavie ou dans des pays comme ça soumis à de très fortes tensions. Oui, naturellement. Alors moi, je ne fais pas partie, je le précise, hein, des gens qui souhaiteraient une situation de guerre civile, que ce soit en France ou de manière plus générale, parce que je veux pas le mal des gens n'importe où dans le monde. Euh, Disons que voilà, mieux vaut prévenir que guérir, et donc c'était le sens de ma question, évidemment. Ok. Ce qui nous amène à une autre question importante pour les Français que nous sommes. Peut-on, voilà, je pense que tu as compris peut-on manger sainement sans se ruiner, ou est-ce aux États-Unis inaccessible aux classes moyennes? Euh, alors, si tu veux, pour répondre à cette question, je commencerai déjà par dire que la nourriture en général en Europe de l'Ouest est meilleure. Pour tout un tas de raisons, qui sont d'abord liées à l'histoire, hein, le fait qu'on ait vraiment des terroirs, que ce soit en France ou en Italie, en Espagne, en fait dans l'Europe de l'Ouest en général, il y a énormément de terroirs avec des produits locaux qui sont généralement le fruit d'un savoir-faire bien particulier, qui a été perfectionné au fur et à mesure des siècles. Donc c'est vrai qu'ici, on ne trouve pas des produits aussi originaux. Aux États-Unis, on est plus dans des produits qui sont un petit peu standardisés, on va dire. Après, au niveau de ce qui est, entre guillemets, la malbouffe, effectivement, les États-Unis, c'est le pays des chaînes de fast-food, avec les grandes chaînes de fast-food nationales que vous connaissez, puisque vous les avez en France aussi, McDonald's, Burger King, KFC, tout ça. Mais il y a aussi énormément de chaînes de fast-food locales. La majorité des fast-food aux États-Unis, c'est des chaînes locales qui, justement, bah, vous ne connaissez pas en Europe. Par exemple, Guthrie's pour le poulet frit ou Milo's pour les hamburgers et les milkshakes. Le truc, c'est que oui, la nourriture est de moins bonne qualité. Les habitudes alimentaires sont différentes, dans le sens où en France, les gens aiment bien prendre leur temps pour manger. Même pendant une pause déjeuner au travail, les gens vont essayer d'aller dans un petit bistrot ou un truc comme ça, prendre un plat du jour. Ici, c'est pas les mêmes habitudes, donc forcément, ça fait relativiser. Après, il faut voir aussi que au niveau de la qualité des ingrédients, si tu veux cuisiner toi-même, et si tu cuisines toi-même, ici, tu peux très bien faire des choses de qualité et à prix complètement abordable.
Ça, c'est pas le problème. Et le problème, c'est que les gens ici ont peut-être moins la culture de passer du temps à cuisiner et de passer du temps à table. Ça, Très, c'est ça la vraie différence, à mon avis. Très bien, mais pour Parce ceux qui qu'ici, voudraient tu trouves, cuisiner, excuse-moi, je me permets la c'est parenthèse, possible. c'est possible, voilà, c'est-à-dire que vous trouverez l'équivalent je ne sais pas moi, enfin de produits de bonne qualité, d'un supermarché avec des produits de bonne qualité qui vous permettra eh bien de cuisiner chez vous si vous avez le goût de la cuisine à la maison. Et c'est ça. Et en plus, je vais te dire, au niveau de ce qu'on appelle le organique, c'est-à-dire l'alimentation bio, Mhm, étonnamment, c'est plus développé aux États-Unis qu'en France. Ça, c'est un truc qui m'a toujours surpris. C'est qu'ici, que ce soit chez Walmart, donc qui est vraiment la grosse chaîne de supermarchés nationale, ou dans les chaînes de supermarchés un peu plus locales, comme Publix ou Aldi, Aldi qui est présent aussi aux États-Unis, et on trouve énormément de produits bio mhm, et pas si cher que ça, hein. Je veux dire, 75 centimes, par exemple, la livre de bananes bio chez Albi. Donc, 75 centimes avec taxe, ça doit faire 85 centimes. Ça fait 80 centimes d'euros pour une livre. Donc, ça doit faire à peu près 2 euros le kilo de bananes bio. Ça me paraît pas excessivement cher. Ah non, pas du tout, c'est dans les prix, et puis on imagine aussi, voilà, c'est toujours quelque chose qu'il faut considérer, tu l'as rappelé tout à l'heure sur le sujet de la santé, mais c'est-à-dire que quand tu annonces un prix, il faut avoir en tête que le revenu moyen par habitant aux États-Unis d'Amérique est le double du revenu moyen par habitant en France, je crois. Oui, Je, même un peu plus, oui, c'est des effectivement. chiffres que j'avais en tête, mais peut-être qu'ils ont évolué, mais oui, oui, je crois qu'on est du simple au double. Donc, effectivement, quand on dit 2 dollars, bon, déjà, il y a effectivement, la conversion à faire, mais au-delà de ça, il y a effectivement le fait que, bah, tout simplement, les gens ont plus de dollars que nous n'avons d'euros. Donc, que le rapport à la monnaie n'est pas le même et que le pouvoir d'achat est supérieur aux États-Unis au pouvoir d'achat en France, qui est pourtant la locomotive de l'Europe avec l'Allemagne, euh, selon les éléments de langage. Très bien. Alors, Tout à fait. j'en arrive à une question une huitième question. Alors, quel conseil pratique donnerais-tu à un jeune aventurier qui voudrait s'essayer au rêve américain? Une somme, peut-être, avec laquelle arriver pour voir venir, un piège à éviter, ou encore des choix à privilégier pour ne pas repartir la queue entre les jambes. Alors, c'est une question très difficile et qui m'oblige à développer un petit peu sur la politique d'immigration aux États-Unis. Je t'en prie. Parce que obtenir un visa aux États-Unis, c'est très, 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 très compliqué. Paradoxalement, c'est plus facile d'aller étudier en Chine ou d'aller travailler en Australie que de venir aux États-Unis. L'idée est que aux États-Unis, les visas de travail sont des processus très, très longs, très, très compliqués, très, très coûteux. Donc, pour des gens qui seraient très qualifiés, avec de l'expérience professionnelle bien précise, ils peuvent essayer de trouver une entreprise ici qui pourrait les recruter et les sponsoriser pour un visa. Donc, sponsoriser, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'entreprise qui va faire la demande de visa à votre place, en disant, voilà, nous, on a validé ce candidat et on aimerait bien le ramener aux États-Unis pour qu'il bosse pour nous. Donc ça, c'est pour les visas de travail des types H1B. C'est excessivement difficile. Paradoxalement, pour les emplois non qualifiés, c'est plus facile, avec des visas comme je sais plus si c'est E3 ou EB3, qui est Unskilled Worker, donc travailleurs non qualifiés, qui ça sont pas très difficiles à obtenir, mais demandent énormément de temps. On parle de un an et demi. Euh, pour ce qui est des visas étudiants, bon, ça c'est relativement simple. Il faut se faire à l'université. Après, c'est beaucoup de paperasse. Ce que je dirais pour l'immigration aux États-Unis, le plus simple, c'est de monter un business. Monter un business et donc faire le visa E2. Moi, je suis en visa E2 maintenant. Je suis arrivé en visa étudiant, donc F1. Maintenant, je suis en visa E2. Euh, c'est possible de monter quelque chose ici avec 60, 80 000 dollars et d'avoir un visa pour ça. Par contre, après, il va falloir que le business soit en croissance rapide parce qu'en fait, à chaque renouvellement du visa, c'est comme le redemander à nouveau pour la première fois. Donc, il faut arriver avec des résultats. Et c'est ça la grande difficulté de l'immigration aux États-Unis,
c'est que en fait, on m'envoie souvent des vidéos là des formats courts, des, tu sais, des vidéos là un peu au format TikTok, très très court, je sais pas comment ça Oui, oui, s'appelle, bien sûr. les vidéos de 15-20 Les secondes. Et shorts. en fait, on m'envoie souvent voilà, des shorts. On m'envoie souvent des vidéos de Français qui sont aux États-Unis. Et, euh, et en fait, à chaque fois, je me pose la question, mais comment sont-ils venus? Avec quel type de visa? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de ces gens qui sont soit franco-américains, et donc qui sont venus ici parce qu'ils sont citoyens, soit sinon ils ont eu la green card, donc la résidence permanente par loterie. C'est une loterie annuelle hein, au mois d'octobre chaque année. Vous pouvez vous inscrire, les résultats sont début mai, et ça permet d'obtenir la green card par loterie. Il y a à peu près 400 green cards pour les Français chaque année, mais considérant le nombre de Français qui s'inscrivent, je ne sais même pas si c'est 2% de chance de gagner. Mais pour le reste, c'est effectivement très, très complexe. Donc moi, je recommanderais aux gens, c'est vraiment, si vous avez un projet de business, considérez les États-Unis. Après, pour le reste, c'est vraiment, faut vraiment se renseigner dans le détail, parce que comme je l'ai dit, les visas sont très, très compliqués et il faut voir en fonction du dossier de chacun ce qui est faisable ou pas faisable. Et donc un cas concret, donc tu parles effectivement de ce cas de croissance rapide. Donc si la personne arrive effectivement avec un peu d'argent de côté pour lancer son business et n'a pas une croissance forcément rapide, quel obstacle va-t-il arriver pour cette personne sur le renouvellement de Le son visa sera visa? pas renouvelé? Alors, pourquoi? Parce Sera qu'il pas y a renouvelé. un objectif de rentabilité sur l'accord du renouvellement du En visa? fait, oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi par exemple, mon visa E2, je l'ai eu dans le cadre d'une société de nettoyage résidentiel et commercial que j'ai monté, et quand je suis arrivé à mon renouvellement, il faudra que j'ai au moins un chiffre d'affaires à 6 chiffres, être rentable, donc profitability, et puis aussi avoir créé un nombre d'emplois ici aux États-Unis, puisque c'est tout le concept des visas entrepreneurs, c'est qu'on te dit ramène du fric aux États-Unis, monte ton business ici, mais le but, c'est que tu emploies des gens. Donc, ça aussi, tu as des conditions d'emploi. Oui, c'est pas un truc Voilà. d'auto-entrepreneur, c'est pour Ah non, effectivement ça, en un... auto-entrepreneur, en auto-entrepreneur, tu peux oublier. D'accord, Parce que voilà. tu vas créer aucun emploi, donc Ça les ça n'est intéresse pas. pas, ça n'est pas intéressant. Ouais, oui, Voilà. j'entends. Voilà, non, c'est Ou ce qu'il alors faut après, préciser, je c'est un pense. certain niveau de revenu. Après, sinon, c'est un certain niveau d'argent à ramener aussi. Hum, Hein, hum, puisque, par exemple, tu peux avoir la green card avec c'est 1,8 million de dollars d'investissement ou un truc comme ça. C'est le visa EB5. Et c'est en gros la green card par investissement. hum. Donc voilà, et ça, on va pas te demander trop de retour. Donc après, c'est ça, hein, c'est que l'immigration aux États-Unis est très compliquée. Il existe plus de 200 types de visas ici, et c'est vraiment un casse-tête administratif. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que c'est très différent de la France, puisqu'en France, il y a des gens qui viennent en visa étudiant et qui finissent par être régularisés, avoir la nationalité, enfin pas régularisée, naturalisée, et avoir la nationalité. Ici, tu viens avec un visa étudiant, tu ne seras jamais naturalisé. Tu n'auras même jamais une green card. Ça, Hum. faut pas oublier. Et alors, un piège à éviter peut-être pour ce jeune aventurier qui voudrait s'essayer au rêve américain? Un piège que Alors, tu vois je souvent dirais peut-être, de. si tu es en contact avec Ah oui, ah d'autres... ben alors là, alors j'en ai un, typiquement. C'est la ville dans laquelle vous arrivez. Ah, Ça, c'est le plus intéressant. important. Intéressant. Parce que le truc, c'est que Euh, les États-Unis, c'est quand même un territoire qui est énorme. On est sur près de 10 millions de kilomètres carrés. Donc, ça fait, je sais pas combien de fois la France, peut-être 20 fois la France, quelque chose comme ça, en taille. Et comme on l'a déjà cité précédemment, il y a 50 États, donc énormément de législations différentes. Et en fait, en venant dans une ville plutôt qu'une autre, vous pouvez complètement, vous avez une réalité différente. En fait. Vous avez plus de chance, moins de chance. Vous êtes plus à l'aise financièrement, moins à l'aise financièrement. Pour te donner un exemple tout simple, si la première ville dans laquelle tu débarques, c'est Los Angeles, c'est New York, Manhattan, ou c'est Miami et tout le comté de Dade autour de Miami, Miami-Dade, financièrement, tu vas brûler de l'argent à très, très, très grande vitesse, puisque un lit en auberge de jeunesse, ça va te coûter 100 dollars la nuit. Euh, c'est des villes où le coût de la vie est très cher, et donc des gens qui vont arriver dans ces environnements-là, forcément, financièrement, ils vont avoir besoin de plus d'argent pour subvenir à leurs besoins. Là où dans des endroits comme l'Alabama, la Géorgie, etc., les salaires sont moins élevés,
mais paradoxalement, le standard of living est plus intéressant. Je vais essayer de trouver un exemple pour bien me faire comprendre. C'est que si à New York tu gagnes 10, tu vas dépenser 8 pour avoir une vie correcte. Dans l'Alabama, si tu gagnes 5, tu dépenses 2 pour avoir un très bon niveau de vie. Ouais, je pense que c'est Tu clair. vois. Donc l'important, Hmm, c'est pas le salaire, c'est l'important, c'est ce que c'est tu le reste à dépenses et vivre, c'est le bien sûr. ratio. Hmm, Voilà, c'est ça, c'est le reste à vivre. C'est l'expression que je cherchais. Et en hmm. fait, ce qu'on appelle le standard of living, je crois que ça se traduirait par un niveau de vie. C'est vraiment ça l'important. Parce Hmm, que à New York, tu vas gagner 2, 3 fois plus que dans l'Alabama. hmm. Ça, c'est clair et net. Tu vas dépenser 5 ou 6 fois plus. Oui, Donc à c'est la un peu fin, euh, le même schéma qu'en France voilà. Et entre c'est Paris et les régions, quoi. Hmm. avec encore plus de disparité. Avec encore plus de disparités. Ok. Ouais, je dirais en fait entre le Marais et louer un appart au milieu des Cévennes Au milieu où de la l'épicerie la Creuse plus ou des proche elle est Cévennes, à ouais. 12 Ouais, kilomètres. ok, d'accord. Voilà. Ok. Je pense que c'est le même genre de ratio Ok, d'accord. de disparité. Intéressant. Eh bien, j'en viens à ma dernière question, Arnaud, hein. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Mhm. Donc, en tant que Français installé aux États-Unis, je vais te poser une question double. Donc, y a-t-il une chose que la France devrait copier sur les États-Unis et inversement, y a-t-il une chose que les États-Unis devraient emprunter à la France, selon toi? Alors, c'est un vaste sujet. Pour éviter de rentrer trop dans le détail, je dirais que ce que la France devrait s'inspirer des États-Unis, c'est au lieu de toujours déconcentrer les administrations, vraiment les décentraliser. C'est-à-dire vraiment donner le pouvoir aux autorités locales, comme c'est ici aux États-Unis, où ben, le comté, par exemple, qui est vraiment l'échelon de base de la vie américaine, le county board, donc c'est-à-dire les gens qui administrent le comté, l'exécutif est élu, le shérif, donc qui est responsable de la politique judiciaire et la politique constabulaire, il est élu. Le procureur de district, donc, qui représente en gros l'intérêt général dans les procès, il est élu. Et ça, je pense que c'est vraiment le point sur lequel la France devrait s'inspirer. Hein, plutôt que parce qu'en fait, en France, le problème, c'est que tout est déconcentré et pas vraiment décentralisé. Donc, pour donner un exemple pour nos auditeurs, c'est que par exemple, qui fait la police près de chez toi? La police près de chez toi, c'est géré par le préfet. Et le préfet, c'est qui? C'est quelqu'un qui, localement, est l'envoyé du ministère de l'Intérieur de Paris. Donc, en fait, le préfet, c'est le ministère de l'Intérieur à Paris. Donc, les décisions constabulaires, les décisions de police autour de chez toi, c'est Paris qui décide. Et ça, peu importe où tu habites. Ici, en Alabama, moi, j'habite dans le comté de Jefferson. La police, c'est le shérif. Le shérif, il est élu tous les 2 ans. C'est lui qui a toute autorité. Donc ça ne remonte pas à Washington, si tu veux. Et c'est là où le système américain est bien mieux décentralisé, parce qu'en France, on a multiplié les échelons avec les régions, les départements, les communautés de communes, etc. Et en fait, c'est juste de la gabegie. Il n'y a aucune autonomie locale, etc., pour la prise de décision. Ça, je pense que c'est largement mieux aux États-Unis, puisque ça permet à chaque région de pouvoir expérimenter ses propres politiques. Et puis, voilà, ce qui marche, ben, va être repris par d'autres zones territoriales. Ce qui ne marche pas, justement, va disparaître. Et c'est un système qui est bien plus flexible, bien plus intéressant, et puis plus démocratique aussi, hein, puisque finalement, les gens à un endroit, les gens à un autre endroit ont peut-être des visions des choses complètement différentes sur certaines politiques, par exemple sur la légalisation ou pas de la marijuana, sur les peines judiciaires, ce genre de choses. Et avoir un système entièrement décentralisé, c'est quand même beaucoup plus démocratique aussi. Donc Et ça, je pour pense que la revenir, France devrait s'en inspirer. je prends, mais c'est pour souligner ton propos, moi je prends l'exemple du Covid en fait. Le Covid, il y avait des territoires où il y avait 10 habitants au kilomètre carré, d'autres où il y en avait 5000,
et ils ont été administrés exactement de la même façon avec les mêmes lois en France durant la période Covid. Donc c'était une ânerie évidemment, puisque il y a des gens, ils ont un voisin par village, enfin par kilomètre, parce qu'ils habitent dans un lieu-dit, dans une maison isolée. On parlait des Cévennes, il y a plein d'autres territoires comme ça en France, et des petits villages comme ça où il y a des gens qui finalement voyagent très peu, sont très peu en contact avec Paris et avec les centres d'infection et les aéroports, etc. Enfin, d'où arrivait le Covid. Et ces gens-là, possiblement, n'auraient pas dû avoir eh bien, les mêmes lois que les gens qui sont surexposés aux pandémies parce qu'ils sont surconnectés et dans l'urbanité. Donc c'est vrai que sur le sur le comment dirais-je le sujet du Covid, je pense que c'est un excellent exemple d'une politique Oui, décentralisée qui aurait certainement fait ses preuves en France si on l'avait adopté. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Alors maintenant, inversement, Arnaud, si tu en trouves évidemment, une oui, chose alors que les ça États-Unis serait devraient l'art de emprunter à la vivre. France. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. En fait, à la France et à l'Europe de l'Ouest en général, je dirais que c'est l'art de vivre. Ouais, il n'y a pas de... C'est-à-dire, Ouais, ça c'est difficile d'expliquer la notion d'art de vivre ici aux États-Unis. la Mais Dolce tu vois, Vita, quoi. le fait de prendre du temps, voilà, le fait de prendre du temps pour manger, le fait de prendre, tu vois, son temps, enfin, tu vois, le concept de prendre un café en terrasse, etc., c'est des trucs qui sont complètement étrangers ici. Hum. Enfin, si tu vas dans les grandes villes, tu vois des gens prendre des cafés en terrasse, c'est très probablement des touristes. Donc Ouais, il y a d'accord. cette notion de d'art de vivre qui est alors c'est difficile hein, de définir l'art de vivre, mais c'est quelque chose peut-être qui manque un petit peu ici, qui manque un petit peu. Ok, très bien. Bah, je pense que ça fait une belle conclusion pour notre entretien et puis ça donne un petit peu aussi de, ça donne un sauf-conduit à la France qui a quand même pris cher sur cet entretien. Mais bon, voilà, non, il s'agissait d'être honnête et de reconnaître évidemment, nous ne venons pas de nulle part, nous venons d'un pays avec une histoire merveilleuse et un art de vivre et un terroir comme on l'a évoqué durant l'entretien. Donc il s'agit absolument pas évidemment de dire que les États-Unis sont meilleurs à tout point de vue, mais simplement voilà d'avoir un regard objectif sur ce que la France réussit et ce que la France rate, et sur ce que les États-Unis réussissent et ce que les États-Unis ratent. Voilà, je te remercie Arnaud eh bien d'avoir participé à cet entretien et d'avoir été mon invité pour ce deuxième épisode de la série Quitter le Mordor, voilà que j'ai lancé très récemment et qui, je l'espère, recevra beaucoup d'autres invités de beaucoup d'autres pays. Et merci encore à toi Arnaud. Merci pour l'invitation, Tom, c'est toujours un plaisir.